Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de vous être une fois de plus déplacés en nombre malgré la froidure pour venir entendre parler d'un sujet qui est probablement un petit peu inusuel, mais on approche de Noël et petit cadeau que je voulais vous faire pour aujourd'hui. Nous arrivons en effet au milieu du cycle de conférences et comme promis, donc à l'approche des fêtes, je vous propose un petit détour, une promenade en somme poétique entre de savantes explorations historiques, archéologiques ou philologiques. Je vais parler ce soir de ce que le titre de ma conférence aurait pu également désigner comme un héritage inattendu et à coup sûr involontaire du héros dont nous suivons la trace depuis le mois de septembre. L'alexandrin, puisque c'est de cela qu'il s'agit, nous savons tous ce que c'est. Et en tout cas, je suis prêt à parier qu'au moins les plus anciens d'entre nous, qui avons appris à l'école des poésies de Victor Hugo et étudié au lycée les tragédies de Racine, en avons encore la musique dans l'oreille. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Joachim du Bellay. La fille de Minos et de Pasiphae, Racine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme, Alphonse de Lamartine? Mon père, ce héros, sourire si doux, Victor Hugo. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, Charles Baudelaire. Ou encore, pourquoi pas, attention à la marche en descendant du train, la SNCF. Mais qu'est-ce qui permet d'associer cette harmonieuse succession de 12 syllabes à la figure d'Alexandre le Grand? Un autre Alexandre, le réalisateur et comédien Alexandre Astier, a son idée sur la question et la petite vidéo que vous allez voir dans un instant va vous en convaincre, je pense. Donc, au risque de vous décevoir, il me faut bien reconnaître que ce mythe d'origine de notre grand vers français ne repose sur aucune base historique. Il y a quand même deux éléments du petit film que je viens de montrer qui sont tout antiques. La désignation du vers de 12 syllabes comme alexandrin est bien à mettre en rapport avec la mémoire de l'illustre conquérant macédonien, et cette désignation remonte bien au Moyen-Âge. Il y a cependant un point sur lequel on ne peut pas donner raison au chevalier Bohor. Un alexandrin, ça ne se réduit pas à la succession de 12 syllabes. Alexandre III de Macédoine le Grand, ça permet bien de compter sur ses doigts jusqu'à 12, mais ça n'est pas un vers. Voyez ce sonnet composé en 1598 par un certain Pierre Laudin d'Égalier, par ailleurs auteur d'un art poétique, pour célébrer la fin des guerres de religion. Je voudrais bien chanter ta grande gloire et dire aussi tout ce de quoi tu puis vanter, mais puis que je n'ai jamais su si haut chanter, je contemplerai, constant, ce que je dois croire. Tu seras gravé dans le temple de mémoire, car, docte, tu as mérité de fréquenter les princes les plus excellents qu'on peut compter, qui sont ou bien qui seront en ce territoire. C'est pourquoi, mon docte Alémant dit, je sais bien que jamais tu ne manqueras d'heures et de biens, ainsi vivras avec les hommes en toute joie. Je prie donc le grand Dieu, qui de rien a tout fait, te rendre chacun désir pieux très parfait, pour te donner par un jour à sa sainte voix. Alors, voilà un rythme qui est vraiment bien difficile à entendre. Pourtant, vous pouvez compter. Tous les vers ont 12 syllabes. Mais cette espèce de tour de force à l'envers est malicieusement intitulée par son auteur « Sonnet en prose ». On est à l'époque où la forme sonnet d'origine italienne est promise à un brillant avenir, a été depuis peu canonisée par les poètes de la Pléiade, Ronsard et du Bellay. La façon dont j'ai annonné ces quelques vers met en évidence le fait qu'il ne s'agit pas de compter, qu'il ne suffit pas de compter les pieds, mettre les rimes où il faut et revenir à la ligne pour faire des vers. Autrement dit, contrairement à ce qu'une écoute superficielle et de vieux souvenirs scolaires nous laisseraient entendre, à savoir un monotone ronron, toujours recommencé, ta-ta-ta, 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 le vers de 12 pieds est susceptible de fort nombreuses variations rythmiques dont l'organisation a pu se modifier selon les époques, selon ce que l'on veut faire dire au vers, en fonction éventuellement de choix culturels et idéologiques. À travers l'histoire de l'alexandrin, dont je vais essayer maintenant de retracer les grandes étapes, c'est donc à la question incongrue ou vertigineuse, je ne sais, qu'est-ce qu'un vers, que j'entreprendrai de répondre. Elle peut aussi se formuler
À quoi ça sert d'écrire en vers? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut faire? Donc, un historique que je subdivise en 5 moments, comme les tragédies classiques, toutes écrites en alexandrin, se subdivisent en 5 actes. Premier acte, la préhistoire et la naissance du vers de 12 syllabes. Deuxième acte, le baptême de l'alexandrin et sa canonisation progressive au XVe et XVIe siècle, un des grands rhétoriqueurs jusqu'à Ronsard. Troisième acte, enfin Malherbe-Vin, l'alexandrin classique tel qu'il est défini par Boileau dans son art poétique. Quatrième acte, les romantiques secouent le carcan, et là, mon champion sera, si j'ose dire, Victor Hugo et sa préface de Cromwell. Enfin, cinquième et dernier acte, la destruction de l'alexandrin par Arthur Rimbaud. Donc, premier acte, la naissance au XIIe siècle du vers de 12 syllabes. Permettez-moi préalablement de remonter un peu plus haut dans le temps. De même que la langue française est fille du latin, de même, la versification française hérite logiquement d'un modèle latin. Mais, comme vous le savez peut-être, la confection des vers ne répond pas du tout aux mêmes principes structurels dans les deux langues. La versification française peut être dite rythmique, puisqu'elle se fonde, comme on vient de le dire, sur le nombre des syllabes, sur le compte des syllabes. Le mot grec rythmos veut dire nombre. La versification latine, comme d'ailleurs la versification germanique, allemande ou anglaise, jusqu'à l'âge classique en tout cas, c'est une versification métrique, à savoir qu'elle est mesurée en tant qu'elle a pour fondement l'alternance très précisément, très soigneusement définie par des règles, entre les syllabes longues et les syllabes brèves. Alors, entre ces deux systèmes si différents, comment a-t-on pu passer de l'un à l'autre? Pour l'exposer, il faudrait développer des considérations éminemment techniques que je veux vous épargner, d'autant plus que les spécialistes eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur l'interprétation du phénomène. Sachez seulement que le lieu qui a vu le passage d'un système à l'autre, donc de la métrique plus musicale à la rythmique plus scandée, c'est très probablement la poésie liturgique. À travers donc le chant choral communautaire des fidèles, les rythmes vont ainsi peu à peu s'imposer à toute la population au fil d'une lente évolution qui doit aboutir vers le Xe siècle. Le vers français qui, s'il n'est pas le plus ancien, porte en tout cas les premiers chefs-d'œuvre de notre littérature et fera ainsi figure pendant un demi-millénaire de vers français par excellence, c'est le décasyllabe, le vers de 10 syllabes. Il semble issu d'un maître latin très, très populaire, puisque c'est le maître du théâtre, donc un support adéquat à l'oralité. Et vous savez que la poésie, en tout cas jusqu'au XIVe siècle, elle se communique essentiellement par la voix et l'oreille. C'est en tout cas, donc ce décasyllabe est en tout cas, dès la fin du XIe siècle, le support de l'épopée médiévale, la chanson de geste, récitée à haute voix par les jongleurs, et d'abord de la plus ancienne, la plus célèbre et la plus belle d'entre elles, la chanson de Roland. En voici les premiers vers. Carlo di Reis, notre empereur magne, 7 ans tout plein a été en Espagne. Très quand la mer conquit la terre altaigne, ni à Castel qui devant lui remaigne. Le roi Charles, notre grand empereur, est resté pendant 7 ans entiers en Espagne. Il a conquis jusqu'à la mer les hautes terres et il n'y a pas de château qui lui résiste. Comme toutes les autres chansons de geste, celle-ci est faite de strophes de longueur variable qu'on appelle des laisses, construites sur une rime unique, ici c'est la rime agne, qui en facilite la mémorisation par l'interprète. Autre élément de régularité, la coupe qui tombe après la 4e syllabe, Carlo di Reis, notre empereur magne, 7 ans tout plein, a été en Espagne, etc. Donc un rythme de 4+6. Tout aussi ancien, voire plus, l'autre grand vers médiéval, c'est l'octosyllabe, qui restera pendant tout le Moyen-Âge et au-delà. Vous voyez la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire, le vers du récit. Alors le récit romanesque, le roman de chevalerie comme ceux de Chrétien de Troyes, les romans ne s'écrivent en prose qu'à partir du XIIIe siècle. Le récit également comique avec le roman de Renard, avec les fabliaux, etc. Les octosyllabes vont par couple, reliés par une rime plate, sur le modèle A, B, B, C, C, etc. etc. C'est un instrument d'expression souple, agile,
qui restent facilement dans l'oreille. Selon la loi des 8 syllabes formulée par le métricien Benoît de Cornulier sur la base d'approches neuroscientifiques, le rythme de 8 est le plus élevé de ceux dont l'oreille humaine peut spontanément être consciente et s'imprégner sans que l'on ait à compter sur ses doigts. D'où une impression de facilité et de naturel. Alors, entre la fluidité de l'octosyllabe romanesque et la dignité du décasyllabe épique, quand, comment et pourquoi le besoin s'est-il fait sentir d'une troisième mesure? Je suis incapable de répondre à ces questions, sauf peut-être à la première, et je crois d'ailleurs que personne ne l'est, mais le fait est que le vers de 12 syllabes est pour la première fois attesté en français, peut-être un peu plus tôt en occitan, dans un poème datable des années 1140, Le pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem. Que ce texte de contenu en partie burlesque soit la toute première tête de série ou qu'il parodie un modèle aujourd'hui perdu, ce qui apparaît très vite en tout cas, c'est que l'emploi du vers de 12 syllabes a dès l'origine partie liée avec les récits d'aventures orientales. Il est au départ clairement associé à une sous-catégorie bien identifiée de la chanson de geste, la chanson de croisade, qui retrace et magnifie les guerres des Francs en Terre Sainte, et notamment la prise de Jérusalem en 1099. Pourquoi est-ce ce nouveau maître qu'elle adopte? On en est réduit aux conjectures, mais je serais assez enclin à penser que cela relève d'un effet de surenchère. L'octosyllabe suit le fil de récits fantastiques ou cocasses. Le décasyllabe relate des guerres héroïques, et il reviendrait donc au dodécasyllabe d'exalter des guerres qui non seulement sont héroïques, mais surtout des guerres qui sont mises au service de la foi chrétienne. Peut-être aussi faut-il considérer que par sa longueur, ce vers est celui qui se rapproche le plus du vers épique latin, l'hexamètre dactylique, qui est auréolé du prestige de Virgile et d'autres grands auteurs, et qui est lui aussi fondé sur une base de 6, même s'il n'y a aucun lien généalogique direct entre l'hexamètre et l'alexandrin. Alexandre le Grand, nous y voilà enfin, commence à inspirer les poètes français dès le début du XIIe siècle. La première trace que nous ayons de cet engouement est un mince fragment en octosyllabes dont nous n'avons conservé que les 105 premiers vers. Il est suivi vers le milieu du siècle par un Alexandre décasyllabique qui n'a pas connu non plus un très grand succès, on en a 3 manuscrits seulement. Et c'est vers 1180-1185, la date est importante, qu'un auteur de grand talent, un certain Alexandre de Paris ou Alexandre de Bernay, dont nous ne savons pas grand-chose, entreprend de couler le récit des exploits et des expéditions du conquérant macédonien dans le moule du dodécasyllabe, lorsqu'il compose un monumental roman d'Alexandre de plus de 16 000 vers. Alors, le début s'affiche ici à l'écran pour vous faciliter la tâche. Je le lis dans la traduction en français moderne de Laurence Arflankner. Si donc le poète s'adresse à ses lecteurs, c'est toujours une poésie orale, bien sûr. Si vous voulez entendre une belle histoire en vers, pour y trouver l'exemple de la prouesse, pour savoir ce qu'il faut aimer et haïr, comment garder ses amis et les chérir, causer à ses ennemis des pertes irrémédiables, se venger des offenses et rendre les bienfaits, savoir quand se hâter et quand temporiser, écouter avec bienveillance le début de ce récit. Il ne pourra que plaire à tous les hommes. Il parle du meilleur roi que Dieu ait jamais laissé mourir. Je veux renouveler pour vous l'histoire d'Alexandre, rafraîchir pour vous, qui avant avait été écrit dans d'autres maîtres. Donc je veux renouveler pour vous l'histoire d'Alexandre, lui à qui Dieu donna tant de fierté et de force que ni terre ni mer n'arrêtèrent l'audace de ses attaques, qu'il soumit tous les peuples à sa volonté. Alors, cet extrait m'inspire 3 remarques. Une de forme, une de fond et une qui concerne à la fois forme et fond. Tout d'abord, comme vous l'aurez sans doute constaté à la lumière de ce que j'ai dit précédemment,
Si le poème tire son titre de roman, d'une part du fait qu'il adapte un original antique en langue romane, c'est le premier sens du mot roman, c'est traduction en langue romane d'un texte latin. Si d'autre part il tire ce titre de roman du fait que son modèle est issu du fameux roman grec du pseudo-Callisthène que nous avons évoqué depuis le début du cycle de conférences pratiquement à chaque fois, la forme, en réalité, est celle de l'épopée, puisqu'il est fait de laisse monorime, ici une rime en ir, comme la chanson de Roland. Nous sommes donc à la croisée des deux genres littéraires. Deuxièmement, si Alexandre de Paris a adopté la base métrique avant lui réservée aux chansons de croisade, c'est probablement parce que l'on voit en Alexandre le Grand, dont les triomphes apportent aux peuplades orientales la civilisation européenne comme l'ancêtre ou le précurseur des croisés. Enfin, troisièmement, l'emploi du rythme particulièrement solennel du vers long est lié à un contenu qui est non seulement historique et guerrier, mais aussi didactique et moral. Comme s'il y avait une espèce de hiérarchie. L'octosyllabe est fait pour le divertissement, le décasyllabe pour l'admiration, si vous voulez, et le dodécasyllabe également pour l'instruction. Comme le décrit en effet le prologue que nous venons de lire, il ne s'agit pas simplement de remémorer les meilleurs les hauts faits du meilleur roi qui fut jamais, mais d'acquérir à travers son exemple, le mot exemple qui est un terme décisif et très important dans l'idéologie médiévale d'imitation des anciens, donc d'acquérir à travers son exemple des modèles de vaillance, de justice, en somme tous les ingrédients du bon gouvernement. Le roman d'Alexandre, ce n'est pas simplement les aventures d'Alexandre, c'est je vais vous montrer ce que c'est un grand roi vaillant et sage. Cette dimension morale est ce qui explique, je crois, l'usage qui va être fait du vers de 12 syllabes au cours du siècle qui suivra, le XIIIe. D'une part, le roman d'Alexandre de Paris va servir de support à quantité de paraphrases, de réécritures, de continuations, récits donc toujours plus fantastiques, mettant en scène les exploits de notre héros, mais d'autre part aussi des poèmes de contenu religieux et moral, et en particulier des vies de saints. Le roman d'Alexandre de Paris a ainsi été précédé de quelques années par une vie de saint Thomas Martyr écrite en vers de 12 syllabes. Donc saint Thomas Martyr, vous savez sans doute, c'est l'archevêque Thomas Becket qui a été assassiné dans sa cathédrale à l'instigation du roi Henri II d'Angleterre peu après Noël 1170. Et donc la vie de saint Thomas Martyr, qui va servir de modèle à quantité d'autres vies de saints, a été écrite en quintile, donc des strophes de 5 vers, en quintile de vers de 12 syllabes, et souvent donc ces pièces religieuses adoptent en effet la forme strophique. Mais donc en dehors de ces deux usages, à savoir tout ce qui a trait à la légende d'Alexandre et des poésies morales ou hagiographiques, le vers de 12 ne prend pas très bien. Alors, on a un peu de mal à imaginer cela aujourd'hui, tant l'alexandrin est devenu notre cadence nationale, comme le dit Mallarmé avec un peu d'humeur. Autant où je me place, il aurait en fait pu mourir de sa belle mort. Sans à proprement parler tomber en déshérence, il disparaît très largement de l'écriture littéraire au XIVe siècle, dédaigné comme il l'est par les grands poètes Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps ou Jean Froissart. Alors comment il renaît au XVe, c'est ce que va exposer le deuxième acte de mon récit. La première moitié du XVe siècle, avec des poètes savants comme Christine de Pisan ou Charles d'Orléans, est le moment d'une réflexion théorique intense sur l'acte d'écrire, surtout celui d'écrire en vers. Désormais largement dégagé de ces modèles latins, ayant donc conquis sur eux son autonomie, la poésie française crée et essaie de nouvelles formes, ballades, rondeaux, virelais, chant royal, et elle entreprend de codifier ses propres pratiques. D'où
la prolifération de ce que l'on appelle alors les arts de seconde rhétorique, la première rhétorique étant celle de la prose, qui font l'inventaire de tous les schémas rythmiques, rimiques, prosodiques, mélodiques et strophiques possibles et en caractérisent les usages et les effets. Et c'est dans un tel contexte que l'un de ces traités va exhumer le vers de 12 syllabes tombé en désuétude ou quasi tombé en désuétude et le baptiser du nom sous lequel nous le connaissons encore aujourd'hui. Je cite « Rime alexandrine pour faire roman et pour le présent de 12 syllabes, chacune ligne en son masculin et de 13 au féminin, et en fait-on tout communément dit de vie des saints ». Alors l'auteur anonyme ne précise pas cette dénomination nouvelle d'alexandrin, mais il monte en épingle un problème technique qui traverse toute l'histoire de notre vers, celui du muet ou caduc, et la façon dont on l'enregistre dans le décompte des syllabes. Vous allez voir, ce n'est pas sans enjeu, tout à fait, ce problème technique. Et d'autre part, il associe donc ce qu'il appelle la rime alexandrine, c'est-à-dire le rythme alexandrin. Rime et rythme, en ancien français, c'est le même mot. C'est deux transcriptions de traduction française du latin rhythmus. Donc il associe la rime alexandrine à certains contenus précis, notamment ceux de la poésie hagiographique et morale, un des 10 de vie de saint. Et un peu plus loin, il parle aussi de la chanson de geste, ce qui est tout à fait exact. Alors, il faut attendre un second art de seconde rhétorique, c'est le deuxième texte qui est affiché à l'écran, un petit peu plus tardif à peine, dont on connaît cette fois l'auteur, un certain Baudet errant, pour que ce qui restait sous-entendu dans l'emploi de l'adjectif alexandrin soit cette fois explicité. Je cite « Et sont dites lignes alexandrines pour ce qu'une ligne, c'est-à-dire un vers, une ligne d'effet du roi Alexandre fut faite de cette taille. » Alors c'est fort intéressant en soi parce que, en fait, au début du XVe siècle, si on fait un peu le compte de la littérature qui circule à l'époque, la grosse masse de production littéraire en vers de 12 syllabes, quantitativement, c'est les vies de saints découpés en strophes, et moindrement la chanson de geste se référant à la croisade, qui d'ailleurs, comme je vous l'ai dit il y a un instant, avait été antérieure, avait précédé le roman d'Alexandre. Alors, alors que donc, ce n'est peut-être pas les textes les plus diffusés, c'est pourtant Alexandre qui va servir d'éponyme à ce nouveau vers. C'est qu'à cette époque, dans les milieux de cour, et Baudet errant est un proche de Charles d'Orléans, la figure historique du roi de Macédoine est si prestigieuse qu'elle en vient à éclipser tout le reste. Dès lors, rhétorique et politique se compénètrent. Et c'est vrai plus que partout ailleurs dans la cour des très brillants ducs de Bourgogne au XVe siècle qui voient en Alexandre un modèle et presque un ancêtre. Ils prétendent, comme Alexandre lui-même, descendre d'Héraclès. Donc il y a des liens de parenté, si vous voulez, au moins symboliques. Un certain Jean Vauquelin dédie à Philippe le Bon une histoire du très bon roi Alexandre, et l'humaniste portugais Vasco de Lucena traduit en français du latin pour Charles le Téméraire, l'Historia Alexandri Magni de Cancure. Cette image que je vous avais déjà montrée, je crois, lors de la première séance, montre donc l'offrande par Vasco de Lucena au duc Charles de sa traduction française de l'historien latin. On est toujours à la cour de Bourgogne, mais quelques décennies plus tard, lorsque le poète et chroniqueur Jean Lemaire de Belge, qui lui est au service de Philippe le Beau, donc le petit-fils de Charles le Téméraire, revient sur l'origine du mot alexandrin. Je cite « Rime alexandrine, laquelle taille jadis avouait grand bruit, c'est-à-dire grand succès, grande renommée en France, pour ce que les prouesses du roi Alexandre le Grand en sont décrites, est-ce ancien roman, dont aucun moderne ne tienne compte aujourd'hui. » Le contexte où apparaît cette remarque est intéressant. Nous sommes au début de la Renaissance, en pleine guerre d'Italie. Le prestige littéraire et culturel de la péninsule commence à offusquer celui de la France, qui brillait d'un éclat sans égal sur l'Europe depuis le XIIe siècle au moins. Alors, vous voyez, l'ouvrage d'où est extrait cette citation s'intitule « La concorde de deux langages » et cette concorde des deux langages dont rêve le maire de Belge, c'est celle du français et de l'italien. Et il la décrit
au moyen d'un habillage mythologique, associant chacune des deux langues à une déesse païenne. L'italien, c'est bien sûr Vénus, grâce et volupté. Le français, Minerve, intelligence et pénétration. L'auteur feint de tenir la balance égale entre les deux, mais si elles ont l'une et l'autre des mérites éminents et complémentaires. Mais si on y regarde d'un peu plus près, il semble bien que son patriotisme fasse pencher le maire du côté de sa langue maternelle, le français. Ce qui, pour la question qui nous intéresse ici, l'amène à affirmer la primauté de l'alexandrin vers typiquement et exclusivement français sur la terza rima italienne, les tercets dans des décasyllabes de Dante. Le maire de Belge est traditionnellement reconnu comme le précurseur des poètes de la Pléiade qui l'ont pillé sans l'avouer. Et la Pléiade, vous savez peut-être, est un authentique laboratoire d'invention et d'expérimentation métrique. Il y a même certains de ses membres qui vont essayer de ressusciter, de transposer en français le vieux système latin d'une versification fondée sur l'alternance de syllabes longues et de syllabes brèves. Mais bon, ça ne va pas très bien marcher. La langue française ne se prête pas à ce genre de système. En revanche, c'est grâce à Du Bellay, et plus encore à Ronsard qui s'en vante, que l'alexandrin va enfin supplanter le décasyllabe dans le rôle de grand vers français. Et cela pour une raison que je crois d'abord purement idéologique. Ce n'est certes pas le Moyen-Âge qui les inspire. Les poètes de la Pléiade, ils méprisent complètement le Moyen-Âge. Mais ils sont admirateurs et voudraient être les imitateurs passionnés de l'Antiquité gréco-latine. Or, l'ampleur de l'alexandrin fait qu'ils le considèrent comme l'héritier direct du vers héroïque d'Homère et de Virgile, l'hexamètre, vers de l'épopée, donc de ce qui se fait de plus noble et de plus beau en poésie. Voyez comment, dans son art poétique de 1565, Ronsard s'excuse presque d'avoir écrit son épopée, la Franciade, en décasyllabes. Il dit que c'est la faute à son commanditaire, le roi. Je cite, « Les alexandrins tiennent la place en notre langue tels que les vers héroïques entre les Grecs et les Latins. Si je n'ai commencé ma Franciade en vers alexandrins, lesquels j'ai mis, comme tu sais, en vogue et en honneur, ça, il ne manque jamais une occasion de se vanter, à Ronsard, il faut s'en prendre à ceux qui ont puissance de me commander et non à ma volonté. » Et dans la première préface à la Franciade de 1572, Ronsard va renouveler ses regrets en constatant que, je cite, « les vers alexandrins sont plus favorablement reçus de nos seigneurs et dames de la cour et de toute la jeunesse française. » Mais avec le temps, il va de façon un petit peu déconcertante peut-être, mais que je trouve assez honnête, assez belle, modifier son point de vue. C'est que l'alexandrin n'est pas un vers si facile à manier. Et c'est ce que reconnaît la troisième préface à la Franciade, 1587. Vous avez également le texte à l'écran. Il ne faut émerveiller, lecteur, de quoi je n'ai composé ma Franciade en vers alexandrins, qu'autrefois, en ma jeunesse, par ignorance, je pensais tenir en notre langue le rang des carmes héroïques. Les carmes, donc des poèmes, carmina en latin. Les estimant pour lors plus convenables aux magnifiques arguments, donc aux sujets nobles, et aux plus excellentes conceptions de l'esprit que les autres vers communs. Depuis, j'ai vu, connu et pratiqué par longue expérience que je m'estais abusé, car ils sentent trop la prose trop facile et sont trop énervés et flasques. Je trouve d'une certaine noblesse cette palinodie qui voit la raison poétique l'emporter sur la raison politique. Les dames de la cour ont beau préférer l'alexandrin, ce n'est pas le plus beau vers pour Ronsard. Contre la faveur de la cour, Ronsard marque sa défiance pour un vers si étiré en longueur qu'il risque de sentir sa prose. Flasque et énervé, c'est-à-dire sans nerfs, sans articulation, tels sont les défauts que Cicéron déjà reprochait au discours, je cite, qui flotte ici et là et n'arrive pas à se développer d'une manière nette qui vogue absolument au hasard. Comme si l'alexandrin était un vêtement trop ample et que pour rendre puissant et expressif le vers, il fallait le corseter. Ou, autre image, celle de l'alexandrin comme un cheval rétif qu'il faudrait brider court. Alors, ce corset, cette bride,
C'est après les expérimentations du XVIe siècle qui partent un peu dans tous les sens, l'âge classique qui va les fournir à l'alexandrin. Et j'arrive à mon troisième acte. Alors, le moment classique, je ne vais pas beaucoup m'y attarder parce que c'est ce que nous avons tous appris à l'école et qui reste, j'imagine, assez bien connu. La référence normative, la règle, est bien sûr donnée un peu après coup par Boileau. Boileau qui, dans son art poétique, joue le rôle de préfet de discipline après les recherches et raffinements de l'âge baroque. Alors je cite un passage extrêmement célèbre de cet art poétique. « Enfin Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. D'un mot mis à sa place, enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Les stances avec grâce apprirent à tomber, et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. » Dans ces quelques vers, on trouve certes une prescription technique, l'interdiction de l'enjambement, mais elle apparaît presque comme un effet induit par la force de contraintes éthiques. Vous aurez bien sûr, je les ai soulignés d'ailleurs sur l'image, noté le choix des adjectifs qui allient les nouveaux principes, qui qualifient les nouveaux principes de la versification en termes de devoir moral, juste cadence, mis en sa place, n'osa plus, presque de nécessité hygiénique, la rime est réparée, épurée, qui définissent comme une police de la langue. L'idéal du vers au siècle précédent visait à traduire la grandeur, les magnifiques arguments de Ronsard. Celui qui prévaut maintenant, c'est celui de la mesure, de l'ordre, de l'équilibre. Les théoriciens du temps, du XVIIe siècle, donc, posent d'équivalence entre les formes parfaites de la versification et la politesse mondaine, la bienséance linguistique, la civilisation urbaine, selon des expressions que j'ai glanées dans leurs traités. Sur le plan des techniques, cette régularité harmonieuse se caractérise pour l'essentiel dans l'application de deux règles. Il y en a d'autres, mais les deux que je vous dis sont les principales. D'une part, le caractère nécessaire de la césure en milieu de vers, qui a entre autres pour effet d'interdire la présence d'un e muet à la syllabe 6 si la syllabe 7 commence par une consonne. Et puis, deuxièmement, la coïncidence exacte entre unité syntaxique et unité métrique. Une phrase, une unité grammaticale se clôt avec une fin de vers et ne se poursuit pas sur le vers suivant. Donc la nécessité de tracer à l'intérieur de la langue des frontières fixes et immuables, qu'on puisse en somme s'y repérer à coup sûr. On est dans un jardin à la française, les allées sont parfaitement droites et ordonnées, on est à Versailles. La nécessité donc de produire de la sorte des effets de symétrie, de régularité. Ces règles, ainsi que quelques autres, comme l'alternance des rimes masculines et féminines, donc ici, France, cadence féminine, pouvoir, devoir masculine, réparer, épurée féminine, etc. Donc ces règles sont vraiment, vraiment contraignantes. Et on peut s'irriter un peu du côté un peu pion, si vous voulez, de Boileau. Mais d'un autre côté, la contrainte est créative et on doit à celle-ci d'avoir engendré les vers d'une beauté absolue qui sont ceux de Racine. Je n'en prends que quelques exemples archi-célèbres. L'incipit d'Esther. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel, avec l'affirmation forte du monosyllabe détaché à l'initiale. On a la même chose au début d'Iphigénie. Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Et la solennité presque hiératique des mots accentués par la césure et par la rime, temple et éternel, qui à la fois relèvent du même registre sémantique et se font écho par les sonorités. Dès son ouverture, la tragédie est placée sous le signe du sacré. Autre exemple. Je demeurais longtemps errant dans ces arrêts. Voici un vers presque cacophonique où les nasales qui s'allongent, longtemps errant dans ces arrêts, alentissent le rythme et font proprement ressentir l'impression d'ennui qu'a dû éprouver le malheureux Antiochus. Ou encore, toujours dans Bérénice qui est vraiment ma préférée du point de vue de la musique du vers,
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? On aura noté le jeu très subtil sur les pronoms personnels, notamment à la rime, nous et vous, et la délicatesse du vocatif, Seigneur, cantonné en tête de vers et dit presque dans un souffle. Ou encore cet effet bien connu dans Andromaque d'harmonie imitative fondée sur les allitérations, peut-être un peu lourd pour le coup, mais Racine est encore jeune quand il écrit Andromaque, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Alors tel est, au bout du compte, le langage de la cour, une cadence immuable qui vise à illustrer, à mettre en scène un lexique limité, pas plus de 2000 mots chez Racine, comportant peu de mots rares et sonores. C'est leur arrangement soigneux qui produit l'effet harmonique. Alors, au prix d'une transition fort hardie, le génie de Racine me conduit à mon quatrième acte, celui de la révolution romantique. Le coup d'envoi en est en effet donné par l'essai polémique de Stendhal « Racine et Shakespeare » 1823, qui oppose au bénéfice du second l'esthétique très polissée, en forme, je le disais, de Jardin à la française de Racine, au bourrasque et aux fulgurances du barde élisabétain. Et c'est évidemment pas par hasard que la victoire sociale du romantisme, presque concomitante de la Révolution de 1830, se produise au théâtre avec, donc en février, quelques mois avant les journées de juillet, la bataille d'Hernani, où non seulement l'intrigue échevelée, totalement indifférente à la règle des 3 unités que présente la pièce, mais aussi un usage débridé, désarticulé du vers alexandrin, suscite la fureur, la rage des tenants du classicisme. Le premier champion de cette nouvelle façon d'écrire des vers, c'est bien sûr l'immense et parfois un peu encombrant Victor Hugo, dont la préface de son premier drame, Cromwell, 1827, paraît répondre presque terme pour terme à l'art poétique de Boileau. Je cite. « Si nous avions le droit de dire quel pourrait être à notre gré le style du drame, nous voudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque, tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et inspiré. Donc travaillé et en même temps plein d'inspiration, profond et soudain, large et vrai, sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'alexandrin, plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille. Comme nous l'avons fait en commentant Boileau, je vous propose d'être attentif aux adjectifs qui émaillent cette définition du style. Là où l'autre prônait la retenue, il s'agissait de ne plus oser. Nous avons ici, à travers cette description presque moderne d'un théâtre total, une revendication de liberté. Il s'agit au contraire de tout dire, sans pruderie. Boileau excluait, Hugo inclut, il embrasse. Liberté, la forme étant garante du fond, liberté qui s'applique en premier lieu au vers lui-même. Les règles sont désormais de déplacer la césure médiane, donc fini le 2x6, et de faire amitié avec l'enjambement que proscrivait Boileau. L'édifice harmonieusement symétrique du vers classique est, par ses simples prescriptions, dynamité. Alors la liberté, mais cette fois sur le plan politique, tel est aussi l'état qu'avait goûté le public lors de la décennie révolutionnaire, un demi-siècle plus tôt, un peu moins d'un demi-siècle plus tôt. Et il est intéressant de voir quelle métaphore file Hugo dans le poème publié en 1854 dans le Grand Recueil des Contemplations, mais déjà écrit en 1834, où il raconte son entrée en poésie, son initiation bruyante. Quand je sortis du collège du thème des vers latins, farouche, espèce d'enfant blême et grave, au front penchant, aux membres appauvris, quand, tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris les yeux sur la nature et l'âme, l'idiome, peuple et noblesse, était l'image du royaume. La poésie était la monarchie. Un mot était un duc et père, ou n'était qu'un grimaud. Les syllabes, pas plus que Paris et que Londres, ne se mêlaient. Ainsi marchent sans se confondre piétons et cavaliers traversant le pont Neuf. La langue était l'État avant 89.
Donc le lexique comme société où vous avez bien séparé entre eux les nobles et les roturiers, la noblesse et le tiers-état avant 89, qui ne se mélangent pas. Il y a des mots pour la poésie, c'est les mots nobles, et des mots pour la prose, pour la poésie, c'est les mots non nobles. Je continue un peu plus loin dans le poème. Alors, brigand, je vins. Je n'arrive pas beaucoup plus modeste que Ronsard, Hugo. Je m'écriais, pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière? Et j'ai honte de le dire ici, sur l'académie aïeul et douairière, cachant sous ses jupons les tropes effarées, et sur les bataillons d'alexandrins carrés, je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Il en ressort décidément que la versification est bien un geste politique. Voyez ainsi les enjambements, rejet et contre-rejet, 5 en 18 vers, quand même un record, hein, que je les ai marqués d'un petit symbole, c'est peut-être pas très visible à l'écran. Donc ici, Hugo défie crânement le risque pointé par Ronsard de voir le vers aristocrate se mêler à la prose plébéienne. J'attire aussi votre attention sur le mot hexasyllabe révolutionnaire. À lui tout seul, un hémistiche entier, Boileau a dû se retourner dans sa tombe. Mais en réalité, les audaces révolutionnaires de Victor Hugo, en termes de métrique, vont au bout du compte se révéler assez timides. Sa principale innovation consiste à diviser l'alexandrin non plus en 2 hémistiches, mais en 3 parties, ce qu'on appelle parfois le trimètre. Non plus 2 x 6, donc, mais 3 x 4, comme dans le vers bien connu « J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin », qui dit ce qu'il fait. Enfin, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Par exemple, dans le poème « La conscience », vous savez, l'œil était dans la tombe, etc. Donc, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres. Ou encore dans le poème Eviradnus, dans la Légende des siècles, la loi veut qu'il soit seul pendant la nuit qui le fait roi, etc., etc. Mais en même temps, vous aurez remarqué que le poète se garde bien de faire passer au milieu d'un mot la frontière entre les 6e et 7e syllabes. La vieille césure médiane persiste à l'état résiduel. On pourrait dire, à la limite, c'est pas bien joli, mais enfin, j'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. L'impair, donc, n'a toujours pas droit de citer. Il faudra attendre Verlaine pour cela. On trouve sans doute, mais plusieurs décennies plus tard, des traitements plus ébouriffants du vers dans ce que je tiens pour le chef-d'œuvre du drame romantique, le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors, je n'ai pas le temps de le commenter, mais je me borne à vous montrer à l'écran le début de la pièce, le début de la toute première scène, où on voit toute une foule de personnages, dont les noms sont énumérés en tête de scène, donc tous ces personnages qui attendent la représentation théâtrale à l'Hôtel de Bourgogne et qui mêlent leurs répliques brèves, 2, 3, 4 syllabes, reproduisant ainsi le brouhaha confus de la salle de spectacle, sans pour autant, et si on pouvait réanalyser ces vers en termes de métrique, sans pour autant que la structure de l'alexandrin, en termes de rythme et de rime, soit violée, même si ça ne s'entend guère à l'oreille. Rostand est un pur virtuose de l'alexandrin. Pensons à la tirade d'Énée, à des vers comme Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, put avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Le révolutionnaire de Hugo est enfoncé par le décasyllabe hippocampe éléphantocamélos. Mais malgré tout, Rostand reste dans le moule. Alors, il faut en fait remonter en arrière d'une génération pour assister au meurtre du père, singulièrement du père Hugo. Et j'en viens à mon 5e et dernier acte, celui de la catastrophe, soit dit pour donner à ce mot son sens originel et technique de dénouement funeste d'une tragédie. Arthur Rimbaud est un collégien doué, premier de sa classe dans l'exercice de composition en vers latin. Mais il est tout aussi capable de trousser de parfaits alexandrins à la manière de Hugo. On peut par exemple penser au poème Le Forgeron, qui a été
composé au printemps 1870. C'est un poème très narratif qui raconte en un mélange tout à fait hugolien de sublime et de cocasse la fameuse journée révolutionnaire du 20 juin 1792 où le roi Louis XVI a été obligé de se coiffer du bonnet rouge. Donc il n'y a plus pas seulement le jeu dictionnaire, mais le roi lui-même, n'est-ce pas, que selon Rimbaud, qui se coiffe dans ce poème du bonnet rouge. Tout comme le sujet du poème, un sujet très hugolien encore une fois, la versification, qui ne lésine pas sur les rejets et enjambements, pourrait faire passer cette pièce, je n'ose pas dire œuvre de jeunesse de Rimbaud, parce que toutes ces œuvres sont des œuvres de jeunesse, mais enfin de prime jeunesse de Rimbaud, ça pourrait passer pour un vrai pastiche. 1 an et demi, 2 ans plus tard, la dessinée poétique de Rimbaud, qui a traversé comme un éclair toutes les formes de pensée, de la pensée et du vers, n'est plus très loin de s'achever. Après l'échec sanglant de la Commune de Paris et sa répression féroce par les troupes versaillaises, la rage, le chagrin, le désir de vengeance lui inspirent. On est fin 1871, début 1872. Le poème n'est pas datable précisément, les vers que voici. Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise et mille meurtres et les longs cris de rage, sanglots, de tout enfer, renversant tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris, et toute vengeance, rien, mais si, tout encore, nous le voulons, industriel, prince, sénat, périssez, puissance, justice, histoire, abat, ça nous est dû, le sang, la flamme d'or. Oh, mes amis, mon cœur, c'est sûr, ils sont des frères. Noirs inconnus, si nous allions, allons, allons, ô malheur, je me sens frémir la vieille terre, sur moi de plus en plus à vous. La terre au fond, ce n'est rien. J'y suis toujours. Tout le poème serait à citer, il en ressortirait que, mis à part le premier vers, qu'est-ce pour nous, mon cœur, que ces nappes de sang, qui atteint une espèce de majesté cornélienne, toutes les règles de l'alexandrin, sans exception, sont méticuleusement violées. Soit du plus discret au plus voyant, le renoncement à l'alternance des rimes masculines et féminines, l'effacement des frontières entre les vers, donc j'ai marqué là aussi les enjambements, spécialement dans la première strophe, les nappes de sang et de braise, les longs cris de rage renversant tout ordre, le dérèglement complet des rythmes qui rendent certains vers très difficiles à scander, notamment ce qui est marqué par la présence des E muets devant consonne, en position 6, par exemple, le vers 2, et de braise et mille meurtres et les longs cris, donc il faut, pour avoir les 12 syllabes, il faut dire le E de 1000, mais c'est bizarre, quoi. Ou encore le vers 7, périssez, puissance, justice, histoire, etc. Donc, voilà, tout est mis par terre, si vous voulez, à quoi s'ajoute une syntaxe hachée, véhémente, surtout nominale, soulignée par des ponctuations fortes et expressives, comme le point d'exclamation. Et puis, il y a ce dernier vers. Il s'agit bien d'un vers, la consultation du manuscrit de Rimbaud le confirme. Ce n'est rien, j'y suis toujours. Aussi hermétique sur le plan de sa signification qu'impossible du point de vue de la versification et qui a fait couler tant d'encre chez les exégètes. Je connais au moins 3 articles savants consacrés à ces 9 syllabes et même un ouvrage entier du grand poète Jacques Roubaud qui est décédé il y a 4 jours et à la mémoire dont je veux saluer ici la mémoire. Un très beau livre sur la fin de l'alexandrin, la vieillesse d'Alexandre, ça s'appelle. Alors, l'alexandrin, sans doute, il survivra, mais il n'en sort pas tout à fait indemne. Il n'est plus au centre du système poétique français. Bientôt, le vers libre va faire son entrée. Par ailleurs, quand Rimbaud, en 1872, après il arrête d'écrire, écrit encore des poèmes en vers long, c'est toujours des vers de 11 pieds, donc un alexandrin estropié, si vous voulez. Bon, cela dit, encore une fois, l'alexandrin n'est pas, Dieu merci, tout à fait mort, et selon des modalités diverses, des auteurs comme Apollinaire, plus moderne, ou Aragon, plus classique, voire des chanteurs comme Georges Brassens, plus classique, ou Claude Nougaro, plus moderne, savent, au XXe siècle, en faire un usage précis et expressif. Et on aurait sans doute pu illustrer à partir de là ce que je me suis efforcé de montrer au fil de cette conférence,
à savoir que l'alexandrin n'est pas un objet abstrait, une sorte d'invariant linguistique qui traverserait les âges tout armés sans jamais échanger. La versification n'est pas neutre, elle n'est pas simplement une façon habile d'arranger les mots. Non, elle revêt une dimension que j'ose dire morale, voire politique, en ce qu'elle reflète les idéaux et les passions du monde qui la mettent en œuvre. Du didactisme médiéval à l'héroïsme de la Renaissance et à la retenue, au maintien des classiques, du dynamisme romantique au désespoir rimbaldien. Au fond, et je rejoins là, in fine, le fil conducteur de nos conférences, l'alexandrin présente autant de visages qu'Alexandre lui-même. Pour vous en fournir la preuve, je termine sur un clin d'œil. Le plus grand artisan de l'alexandrin au XXe siècle fut sans doute le poète Jacques Audiberti, un génie baroque parfois quelque peu boursouflé. Son premier recueil, L'Empire et la Trappe, publié en 1930, s'ouvre sur une espèce d'autoportrait en vers de Napoléon Ier, pour qui, semble-t-il, le poète éprouvait alors une vive admiration. Et voici en quels termes l'empereur corse évoque le souvenir du plus illustre de ce prédécesseur. En paraphrasant, mais de façon bizarre, vous allez voir le portrait d'Alexandre par Plutarque. Avant que d'appeler la vénécume sœur, Alexandre, ô quadrisyllabe, je te brinde. De tes roses cheveux, les longs naseaux vers l'Inde, tu tendis. Je devine, inondé de cheveux, ton sein bizarre, ton iris galant et bleu. Archangélique fut à l'ombelle de sabre. Du penchant que le cœur sevrait voudrait plus glabre, que jamais ne me fit le rasoir de Constant. Constant, c'était le barbier de Napoléon. Ainsi, c'est le chevalier Bord qui avait raison. Alexandre est un quadrisyllabe. Je vous remercie. Voilà, donc c'était un petit peu plus. Nous avons quelques minutes pour discuter, si vous le souhaitez. Je suis prêt à répondre, sinon à répondre, du moins à essayer de répondre aux questions qui pourraient m'être posées par l'un ou l'autre d'entre vous. Oui. Si vous voulez prendre la parole, vous avez un micro près de. Non? Bien, ben, il ne semble pas que ce soit le cas, donc j'imagine que cette versification vous a ébloui ou assommé, au contraire. Et il me reste à vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et le cycle de conférences reprend le 21 janvier, sauf erreur de ma part, avec encore un autre visage d'Alexandre, un Alexandre amoureux, vous allez voir. Donc, encore un nouvel avatar du personnage. Merci encore, et encore une fois aussi, joyeux Noël et bonne année.